Bienvenue à cette édition, oui, du 20 janvier du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Max, très heureux de te retrouver au balado du Centre-Ville. Est-ce que tu aimes mon nouveau décor présentement? C'est ça que je m'en allais dire, tu plus dans ta chambre Ah ou à ouais? la maison, là? Écoute, je te donne un indice. Je suis dans une chambre, mais pas la mienne. Je suis dans la chambre de mon fils présentement, parce que, bon, pour ceux qui ont écouté le balado du Centre-Ville il y a 2 semaines, quelques petits problèmes de connexion. Peut-être que la voix n'était pas parfaite. Et le modem, et c'est vraiment là, une phrase 2020-2021, le modem se trouve dans la chambre de mon fils. Alors, je me suis dit, pourquoi pas brancher directement mon portable dans le modem. Donc, pas de problème de connexion. Très heureux de vous retrouver. Et ne vous inquiétez pas, mon garçon ne fait pas dodo à mes côtés. Il est à la garderie. Donc, Max, évidemment, on doit parler de la grosse transaction, méga transaction même, qui est survenue il y a une semaine, jour pour jour, qui implique 4 formations, les Nets, les Rockets, les Cavaliers et les Pacers. Ultimement, ce qu'on retiendra de cette méga transaction-là, c'est le départ de James Harden des Rockets de Houston pour les Nets de Brooklyn. Et il semble vraiment se plaire à Brooklyn. Euh, je sais qu'il y a 2 semaines, tu as dit moi, je ne toucherai pas à James Harden avec un bâton. Chose certaine, les Nets de Brooklyn, eux, ont dit ben, pas de problème, on va le prendre de notre côté. Quelle a été ta réaction lorsque tu as connu les tenants et aboutissants de cette transaction-là? Écoute, on peut pas dire que j'étais surpris que James Harden déménage. Je pense qu'après la, Non. la- la conférence de presse du match qui a dit qu'on n'a pas de solution à l'interne à Houston, et tu as vu tout de suite après John Wall, parce que les joueurs sont pas un à côté de l'autre dans les conférences de presse, et un après l'autre. Et John Wall qui a dit, un peu comme Carey Price avait déjà dit, chill. Euh, tu Chill voyais là, out. que c'était chill out, exact. Tu voyais que les jours et même les heures étaient comptés là, pour James Harden. Um, c'est drôle parce qu'on en a débattu assez longtemps à savoir s'il devrait aboutir à Toronto ou pas. Je crois que aller à Brooklyn, c'est qu'est-ce qu'il voulait. Je pense qu'à la toute fin, là, c'était soit Philadelphie ou Brooklyn. Mais honnêtement, je regarde la transaction puis je me dis, Houston, on a un problème parce que j'ai l'impression que Houston n'a rien reçu. Euh, je sais qu'il y a quatre équipes qui ont été impliquées, mais on dirait que Houston n'a rien reçu parce que je lis de plus en plus, Victor Oladipo aussi ne veut pas rester à Houston, donc voudrait peut-être obtenir un contrat l'année prochaine. On sait qu'il est dans sa dernière année de contrat, aller jouer avec Pat Riley, avec le Heat de Miami, pardon. Puis là, après, on va en parler plus tard. Qu'est-ce qui arrive avec Caris LeVert aussi, qui est allé à Houston, mais après ça a été changé à Indiana en retour de Oladipo. J'aime pas aussi qu'on s'est départi de Jared Allen. En tant qu'ancien big man, c'est sûr que je porte une attention peut-être plus à ces joueurs-là. Jared Allen qui aboutit à Cleveland avec Andre Drummond. Je Un comprends congrès. pas le mix entre ces deux joueurs-là. Et on met beaucoup, beaucoup de pression sur un joueur comme DeAndre Jordan qui est pas le même joueur qu'il était dans ses belles années avec les Clippers. Et ça va être difficile pour eux. Là, écoute, pour l'instant, ça va super bien. On a invaincu dans la dernière semaine. Mais il y a le phénomène Kyrie Irving qui s'en vient. Et c'est là, je pense, que le problème va arriver. La chimie entre ces trois joueurs-là. Tu as Kevin Durant, James Harden, Mhm. Kyrie Irving. Kyrie Irving, on le sait, a jamais aimé être le Robin du Batman. Batman. Mais là, Kyrie Irving Là, est rendu quoi, là? il est Alfred, là. C'est rendu, c'est rendu Alfred. Arthur le Butler, là. C'est rendu Arthur parce que Ouais. là, tu as Kevin Durant qui a le ballon, qui score plein de points, plus que Kyrie. Puis tu as James Harden que lui aime avoir le ballon, puis comme on l'a vu, le distribue à des joueurs comme Kevin Durant. Mais là, Kyrie Irving, c'est le gros problème. Est-ce qu'il va devenir il va accepter son rôle de devenir Mhm. Arthur le Butler, si je pourrais dire, ou Ouais. il va créer une saga, puis il va encore décider de ne pas jouer, de prendre une pause sabbatique, comme il a dit. Donc, reste à voir. Mais pour l'instant, c'est sûr que les fans des Nets de Brooklyn sont extrêmement contents. Mais est-ce que la lune de miel va durer longtemps?
Ouais, ça, c'est la grande question. Kyrie Irving qui a mentionné qu'il avait besoin d'une pause finalement. On aura la chance de parler de cette transaction majeure avec Peter Yanopoulos qui sera avec nous dans quelques minutes à peine. Le temps de vous dire que James Harden, en 2 matchs, il a quand même très bien fait avec sa nouvelle formation. 32 points, 14 passes décisives, 12 rebonds à son premier match, 9 revirements évidemment, mais quand même une bonne performance. Ensuite, 34 points, 12 passes décisives et 6 rebonds contre les Bucks de Milwaukee. Donc, 2 victoires en 2 matchs pour James Harden. Ça va bien également, Max, c'est la première fois de l'année qu'on peut dire ça. Ça va bien pour les Raptors de Toronto qui ont Oui. remporté 3 victoires de suite contre les Hornets 2 fois et contre ta formation préférée, les Mavericks. Qu'est-ce qui fait pour toi la grande différence du côté des Raptors de Toronto? Toi, justement, qui dois avoir vu le match contre les Mavericks les Mavericks de Dallas, est-ce que c'est simplement une question que Chris Boucher marque des points ou pour toi, on joue beaucoup mieux collectivement? Je pense pas que c'est à cause de Chris Boucher qui marque des points parce qu'il en a marqué des points toute l'année. Puis je pense que si Mais en tu fait, il regardes t'en pour donne les. plus que les autres joueurs de centre, en fait. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine. C'est un peu weird à dire, là, une stabilité en ce moment dans l'équipe. On a vu Nick Nurse. Là, OK, Aaron Baines est sur son 5 partant, mais joue à pas 10 minutes. Tu Chris qui embarque. Tu as aussi des joueurs de soutien. Là. Je pense que la clé en ce moment dans le succès des Raptors, c'est Norm Powell. Norm Ouais, Powell, lui ouais. aussi, vient du banc. Donc, joue pas. Puis, tu sais, il y a toujours le débat est-ce que des joueurs devraient commencer ou commencer du banc. Moi, je pense que c'est important d'avoir des bons joueurs pour commencer, mais c'est important d'avoir une deuxième vague de joueurs parce que tu as besoin des points, tu as besoin des joueurs qui sont marqueurs. Donc, Chris Boucher remplit ce rôle à merveille jusqu'à présent et Norm Powell remplit ce rôle à merveille dans la dernière semaine et ça coïncide que les Raptors ont 3 victoires. Mais si tu regardes les 6 derniers matchs des Raptors, on a 4 victoires, 2 défaites. Puis les 2 défaites, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un voyage sur la côte ouest. On a perdu par 1 contre les Warriors sur un dernier lancé et par 1 également contre les Blazers, qui était, on dirait, le jour de la marmotte. Siakam qui manque un tir à la fin. Donc, si tu regardes dans l'ensemble de la saison, on en parlait avec Charles, je ne pense pas qu'il faut crier panique parce que la moyenne des défaites, des 8 défaites des Raptors est seulement de 6,5 points. Là. Donc, les matchs sont extrêmement serrés. Ça veut dire qu'on est dans les matchs. La seule chose, c'est qu'il faut terminer ces matchs-là. On dit toujours qu'un match de basket, c'est pas la dernière possession qui compte, mais l'ensemble de l'œuvre. Mais pour Mhm. moi, je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais il y a 2 semaines. C'est sûr que aussi Nick Nurse, on le voit là, il a essayé multiples joueurs et un joueur qui sort en ce moment est Stanley Johnson, un ancien joueur de première ronde. On l'a vu contre les Hornets, on l'a vu contre les Mavericks, contre Doncic, qui mettait beaucoup de pression. Donc, est-ce que lui aussi va aider à la clé du succès? Ben, c'est sûr que on sait que Nick Nurse aime les joueurs défensifs qui mettent beaucoup de pression, qui sont vraiment dans ton visage ou dans les shorts du joueur, comme on peut dire. Et en ce moment, Stanley Johnson répond présent, là, donc aide au succès là, aux Raptors. Plutôt, tu parlais du voyage dans l'Ouest, un voyage qui n'a pas vraiment très bien été pour la troupe de Nick Nurse. 3 défaites en 4 matchs, donc défaite contre les Suns. Ensuite, une victoire. On a marqué 144 points contre les Kings de Sacramento. Ouais. On a perdu par 1, comme tu dis, contre les Warriors de Golden State et par 1 contre les Trailblazers de Portland. Max, avec un grand plaisir qu'on accueille notre ami et collègue Peter Yanopoulos pour un segment informateur basketball. Peter, tout d'abord, bon matin. Bon matin, les boys, ça va bien? Salut Peter. Ça va très bien, toi, parce que oui, on enregistre ce balado à 10 heures du matin. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous des enfants, donc on est debout depuis plusieurs heures. Surtout pour toi, Max, je pense que tu es debout depuis 5 heures ce Oui, matin. oui, exact. Euh, Mhm. Peter, si tu nous parlais tout d'abord des Raptors de Toronto et la décision de la formation d'envoyer le nom d'Alex Len sur la liste des joueurs au balotage, ça, c'est une décision qui ne surprendra personne, mais selon toi, qu'est-ce qui a poussé finalement les Raptors à mettre le nom d'Alex Len au balotage? Mais écoute, quand on a perdu Serge Ibaka et Marc Gasol, ça prenait des joueurs de centre.
On savait qu'on voulait Chris comme réserviste. On avait fait cette décision avec Bobby Wester puis Massar Jury. On amène Aaron Baines et le deuxième, on a amené Alex Len pour la profondeur. Écoute, c'est un choix de première ronde dans le passé, mais ça a mal passé pour M. Alex Len depuis plusieurs années. On espérait que peut-être avec la profondeur ou la chimie des Raptors, la volonté de gagner, l'éthique de travail de cette organisation, mais c'est clair qu'on ne pouvait plus jouer Alex Len. Il y avait de la misère à l'attaque, il y avait de la misère à sécuriser des ballons, prendre des rebonds défensifs. Fait que je pense que c'est clair que c'est une équipe qui vise les séries. C'est une équipe qui a gagné un championnat il y a 2 ans, mais Alex Len, la NBA a changé un petit peu. Puis si tu n'es pas capable de pas vraiment être productif, mais quand tu es sur le terrain puis tu es vraiment un joueur qui est dans le déficit, dans le moins, ça fait mal. Fait que ça fait mal avec Baines, mais je pense que Baines a connu quelques bons matchs au début de la saison. On va garder Aaron. Je pense que Chris, c'est clair comment il joue. On doit aller plus vite. On doit avoir une mobilité, une rapidité pour les Raptors. Puis malheureusement pour Alex Len, ça n'a pas marché. Fait que je pense que c'était une bonne décision. Peut-être une autre équipe va essayer de le signer. Puis là, les Raptors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est qui vont essayer de ramener pour amener un peu plus de profondeur à la position de centre. Parce qu'il faut dire, là, si Alex Len n'avait pas été repêché 5e au total en 2013, là, Alex Len ne serait probablement plus dans la NBA présentement. C'est toujours plus facile de donner une deuxième chance, une troisième, une quatrième à un joueur qui a été repêché dans le top 5, le top 10 ou le top 15. On se dit, peut-être que nous autres, on va réussir à le faire marcher. Et dans le cas de Len, honnêtement, sans dire que c'est une erreur de Masai Ujiri parce qu'il ne restait plus grand-chose sur le marché nécessairement, il t'apportait absolument rien à l'attaque et en défense. Et lorsque tu regardes les matchs, d'une part, à la télé, tu vois que Len en défense est trop lent. Et tu vois qu'à l'attaque, si tu regardes ces statistiques-là, généralement, tu as un impact sur le match. Tu vas avoir des blocs, des rebonds, des passes, des points, quelque chose. Alex Len, match après match, là, tu peux regarder là, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Il n'y a aucun impact sur le match. Je ne suis pas prêt, par contre, à jeter la serviette en ce qui a trait à Baines, mais chose certaine, Peter, Chris Boucher, présentement, ça fait combien d'années qu'on dit que Chris Boucher mérite d'avoir peut-être plus de temps de jeu, à tort ou à raison, parce qu'on sait que Chris Boucher vient avec ses qualités, vient avec ses défauts. Et là, par contre, je pense que ce que Chris Boucher t'amène soir après soir, ça compense peut-être pour ses carences en défense, et je mets ça entre guillemets, parce que j'ai l'impression que Chris Boucher, cette année, est un meilleur joueur défensif que par rapport aux années précédentes. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alex. Écoute, les sports puis le sport professionnel, c'est tout d'avoir une opportunité. Je pense que tu as plusieurs joueurs qui attendent cette opportunité, puis Chris, il était vraiment patient. Il y a eu beaucoup d'adversité. Sa dernière année à Oregon, il a eu la blessure à son genou. Là, il arrive, il arrive à Toronto, il joue en arrière de Gasol et de Ibaka, il gagne le championnat. Mais là, tu vois qu'il y a une maturité sur Chris, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Quand il nous parle aux médias après des bons matchs, il nous dit il continue à apprendre, il veut aider l'équipe. Fait que c'est quelqu'un qui a 28 ans, c'est un jeune joueur de la NBA, mais quand même assez mature. On voit que Chris, c'est clair qu'on connaît ses capacités athlétiques, on connaît ses capacités d'attaquer le panier, rebond défensif et les blocs 2,5 par match. Mais pour moi, 16 points par match, 7 rebonds, il donne la même production que Serge Ibaka t'a donné l'année passée et son PER est rendu à 29, deuxième dans la NBA. Ouais. Quand il est sur le terrain, c'est positif. C'est positif pour les Raptors, c'est positif pour lui. Puis c'est clair que oui, peut-être pas, c'est pas le plus grand joueur physiquement contre un Joel Embiid ou un Dwight Howard. Mais la NBA a changé. Tu as combien de centres présentement qui sont 7 pieds 350 livres? Il y en a plus. Il y en a 2 dans l'Est. Ouais, c'est ça. Puis Max, puis Alex, au lieu de penser qu'est-ce que Chris peut pas t'emmener défensivement, c'est qui va défendre Chris Boucher pour l'adversaire? Parce que personne ne peut l'arrêter. C'est 20 points, 10 rebonds presque chaque match présentement. Puis Chris est capable, 48 ligne de 3 points, les gars. D'habitude, on connaît les big men. Max. On a perdu le son de Peter. Mais Max, on a retrouvé Peter. Mais Max, ce qu'il faut dire, c'est que
le PER à 29, là, ça, c'est deuxième derrière Nikola Jokic quand même. Là. Donc, Exactement. toute la performance dans le cas de Chris Boucher. Exact. Écoute, c'est incroyable. Moi, la façon dont je vois ça, c'est les Raptors vont avoir du succès avec Chris Boucher sur le terrain tant qu'ils ne jouent pas contre les Sixers ou contre le Magic. Pourquoi? Parce que c'est deux joueurs où tu as Embiid et tu as Vucevic qui sont des plus gros joueurs qui sont capables de jouer dos au panier, vraiment utiliser leur force puis leur poids contre Chris Boucher. Mais on l'a vu contre les Hornets, on l'a vu contre Dallas récemment. Si tu veux aller jouer du basketball rapide, si le centre de l'autre équipe est un joueur, je vais dire, un peu plus grand et maigre, ben Chris Boucher, il va avoir avantage parce que son moteur est extrêmement rapide. Il court à chaque fois qu'il y a un rebond, une possession défensive, Chris Boucher est parti puis il court. Il est excellent du 3 points cette année, donc les joueurs adverses doivent respecter son 3 points. Et c'est un joueur qui est capable d'aller au rebond, chercher les rebonds offensifs, chercher les putbacks, les dunks. Et on le voit souvent, il se place à la bonne position. Un joueur, son équipier va percer au panier et il va aller se placer juste pour recevoir le pocket pass pour finir avec le dunk. Donc, à date, oui, extrêmement confiant, extrêmement content de la façon que Chris joue. Si je reviens pour Alex Len, écoute, je pense pas que c'est une grosse perte. Je pense que Masai Ujiri avait plus vraiment beaucoup de choix, comme tu le mentionnais. Puis on s'est dit, écoute, c'est un projet, c'est un joueur de 7 pieds, peut-être qu'il va nous aider. On l'a vu, il est capable de réussir quelques tirs de l'extérieur, mais trop peu, trop tard là, pour le Ouais. joueur là, de l'Université de Maryland. Et Peter, avant qu'on perde ton son, tu nous disais qu'il faut commencer vraiment à tenir en compte que Chris Boucher, ben, ce qui t'amène, c'est beaucoup mieux que, comme on dit, que ses carences en défense. Et chose certaine, là, si on regarde depuis les 6 derniers matchs, lorsque Chris Boucher est sur le jeu ou lorsque Chris Boucher est sur le banc, la différence là, défensivement est absolument minime. On a un defensive rating là, qui passe de 107,8 à 108,8. Donc, c'est pas grand-chose. Mais à l'attaque, là, la différence entre Chris Boucher sur le terrain et Chris Boucher sur le banc, là, c'est exceptionnel. C'est 116,8 comme offensive rating avec lui sur le terrain. Et ça tombe à 101,9. Donc, lorsque Chris Boucher est sur le banc, les Raptors marquent beaucoup moins. Et lorsque Chris Boucher est sur le banc, on n'accorde pas nécessairement plus de points aux adversaires. La grande question peut-être également pour les gens à la maison, Peter, pourquoi on ne fait pas commencer Chris Boucher sur le 5 partant? Je comprends, écoute, ça fait 6 matchs, ça fait 7 matchs, c'est Len qui commence, c'est Baines, il joue 10 minutes, et c'est Chris Boucher qui s'amène par la suite. Je sais que, ultimement, ce qui compte, c'est le nombre de minutes disputées par un joueur. Donc, si Chris Boucher en joue 32, c'est parfait, mais pourquoi ne pas l'insérer en partant sur le 5 partant pour t'assurer d'avoir une présence à l'attaque dès les premières secondes du match? Oui, on a posé cette question à Nick Nurse plusieurs fois. Puis je pense que la réponse que Nick nous a dit, c'est je pense qu'il adore puis il aime qu'est-ce que Chris amène sur cette deuxième unité. Quand il va embarquer sur le terrain, quand il reste à peu près 5 ou 6 minutes ou 4 minutes dans le premier quart, on va voir directement de l'offensive de la part de Chris. On va voir de l'énergie défensivement. Deuxièmement, je pense que Chris a prouvé qu'il peut être productif, il peut marquer des points, mais il n'a pas fait comme partant contre les meilleurs centres de l'autre équipe. Puis quand il joue contre cette deuxième unité, je pense que Nick voit un avantage pour les Raptors. Mm-hmm. Puis là, je pense qu'on a besoin d'avoir des opportunités sur cette deuxième unité avec Chris et avec Norman Powell. Sur la première unité, tu as Kyle, tu as Fred, tu as Siakam qui vont prendre la plupart des lancers. Puis je pense, troisièmement, la raison pourquoi Chris n'est pas un partant, c'est parce que on a besoin d'Aaron Baines. On a besoin d'un autre centre. Chris ne peut pas jouer 40 minutes, puis ce n'est pas le seul centre qui va jouer durant l'année. Fait qu'on veut donner une chance à un nouveau joueur. On n'a pas eu un long camp d'entraînement pour Baines. C'est un nouveau joueur. Il doit apprendre le système. Je pense qu'on va être patient encore avec lui parce que au moins, il donne de l'énergie, il est capable d'avoir des rebonds défensifs. Je pense qu'offensivement, c'est un peu plus difficile pour Aaron, mais on a besoin d'un deuxième centre avec Chris. Fait qu'on ne peut pas lancer la serviette tout de suite sur Baines. On l'a fait avec Len, mais je pense qu'on adore. Puis jusqu'ici, 3 victoires consécutives. Chris commence la deuxième demi, il termine le match, mais possiblement
Chris va commencer des matchs dans le futur. On l'a vu que Nick Nurse l'a fait avec Ibaka et Gasol. C'était pas toujours Gasol qui commençait les matchs, il en avait avec Serge. Fait que je pense qu'on est content avec ce que Chris nous amène, mais on doit rester, on veut le protéger encore une fois, ou ce qui peut donner le maximum. Mais à un moment donné, je pense que si Baines ne livre pas la marchandise, Chris va devenir un partant dans le futur, dans la deuxième moitié de la saison. Parce que Mais Max, ce que je m'explique mal, ouais, excuse-moi, ce que je m'explique mal pour Baines, c'est qu'on l'a fait jouer 11 minutes contre les Mavericks. Donc, Chris Boucher, essentiellement, oui, sa première présence généralement avec la deuxième unité. Le reste du match, là, essentiellement, il joue avec la première unité. On l'a vu dans le voyage dans l'Ouest. Tu avais Len là, qui jouait peut-être les 5-6 premières minutes. Après ça, pouf, il n'était plus là. Et là, c'est Chris Boucher qui jouait la grande majorité des minutes. Donc, à quoi bon, je comprends qu'il faut être patient pour Baines aussi, mais à quoi bon donner seulement 11 minutes à Baines? Si c'était pour donner 11 minutes à Baines, ben, pourquoi pas faire amorcer Chris Boucher tout simplement. Puis je comprends le point de Nick Nurse qui aime le boost, entre guillemets, que Chris Boucher amène avec 5 ou 6 minutes à faire au premier quart. Mais le reste du match, c'est Chris Boucher qui joue pareil. Et je pense que Nick Nurse aime ce que Chris Boucher amène également au troisième quart et au quatrième quart. Donc, soit on fait jouer un plus grand nombre de minutes à Baines, ben, à mon avis, ou soit on envoie Chris Boucher et tuer le partant, puis Baines va venir du banc et il va t'apporter ce qu'il t'apporte. Mais avant de commencer à répondre à ta question, il y a 2 points. Le premier, là, c'est les gens portent trop attention à qui commence les matchs. Moi, j'ai toujours eu un entraîneur. Quand j'ai joué à Buffalo, là, je pense que j'ai commencé 10% de mes matchs, mais mon entraîneur me disait qu'est-ce qu'un entraîneur veut, là, c'est qui finit les matchs quand c'est serré versus qui commence les matchs. Donc, avec Chris, comme Peter a mentionné, je suis 100% d'accord avec Peter, c'est rare, mais sur Chris Boucher, je suis d'accord. On a besoin de l'avantage avec la deuxième unité, la deuxième vague, je te dirais. Donc, Baines, il commence, c'est aucun problème parce que si Boucher commencerait, Ouais. est-ce qu'il y aurait autant de statistiques? Parce que Larry prend beaucoup de lancers, Van Vliet prend beaucoup de lancers, et si Akam, on veut qu'il soit, qu'il get going déjà dans les premières minutes. Donc, moi, Baines qui commence, j'ai aucun problème. Puis en plus, ça dit, OK, est-ce que Baines va impacter le match? Et c'est pour ça que s'il joue seulement 6, 7, 8 minutes, c'est que ces 8 premières minutes qu'il a fait, il n'a pas impacté négativement le match parce que tu regardes, c'est plus et moins, il reste plus 2, moins 2. Mais au moins, ça permet à voir, OK, s'il y a un bon match, on va pouvoir peut-être le commencer au début du troisième quart. S'il y a un match correct, ben on va mettre Chris. Puis là, un des deux qui joue le mieux en première demi, c'est lui qui va jouer les premières minutes du troisième quart, la deuxième demi. Mais il faut arrêter là, de dire ah, c'est super important qu'il commence. Il y a une stratégie à savoir. Il faut toujours qu'il y ait des joueurs d'attaque et de joueurs défensifs sur le terrain. Et je pense que l'avantage en ce moment pour Chris, c'est qu'il est meilleur que contre les deuxièmes meilleurs centres des autres équipes. Et ça donne un avantage à Nick Nurse qui peut reposer, par exemple, un Siakam pendant que Chris. Parce que tu ne perds pas de l'attaque, parce que les points que Siakam te fait dans les 8 premières minutes, ben c'est Chris qui les prend dans les 4 dernières minutes du premier quart. OK, on aura la chance d'en reparler lors des prochaines semaines. Ça, c'est sûr et certain. Peter, je sais qu'il faut que tu nous quittes dans quelques minutes. On passe tout de suite à notre prochain sujet, si tu le veux bien. La méga transaction, encore une fois, qui a amené James Harden du côté des Nets de Brooklyn. À ton avis, est-ce que les Nets deviennent les grands favoris dans l'Est, d'une part? Est-ce que tu penses aussi que ça va marcher? Parce que Nick Nurse a dit « Je souhaite ardemment que ça ne fonctionne pour aucune des formations dans l'Est qui ont été impliquées dans cette transaction-là. » Et pour toi, est-ce que Kevin Durant, la façon qu'il est entouré maintenant, devient le joueur le plus dangereux? Il l'était peut-être déjà, mais est-ce qu'il devient le joueur le plus dangereux de la NBA? Mais premièrement, si on regarde l'histoire de la NBA récente, les boys, quand on a un Big Three, le Big Three, d'habitude, vont gagner des championnats. On pense à Duncan, Ginobili puis Tony Parker, ils en ont gagné 4 ensemble. On pense à Paul Pierce, KG, Ray Allen, ils en ont gagné 1. LeBron, Bosh et Wade, ils en ont gagné 2. Durant, Klay Thompson, Steph Curry, 2 aussi. Fait que là, tu as vraiment un Big Three avec Durant, puis je mets Durant en premier.
Ouais, L'équipe des Nets, c'est à Durant. Puis là, tu as Harden puis Curry, je pense que tu peux les mettre deuxième ou tu peux les échanger, c'est pas grave. Mais l'équipe, c'est à Kevin Durant. Pour moi, Kevin Durant, en santé, c'est le meilleur joueur de la NBA. Il a prouvé en 2017-2018 avec 2 championnats avec Golden State. C'était le meilleur joueur dans la finale. C'était le meilleur joueur durant toute l'année. Il était blessé. Durant, il est capable d'impacter un match comme il n'y a pas grand personne qui peut faire ce qu'il peut faire offensivement. Et je pense qu'on a vu vraiment où il s'est amélioré défensivement. Oui, la question, tu as juste un ballon. Puis James Harden veut prendre des lancers. Mais si tu es Brooklyn, tu n'as pas de choix d'aller chercher un James Harden. Tu as l'opportunité. Puis qu'est-ce que tu as vraiment donné? Oui, Levert, je l'adore. Puis je pense que Levert avec Kyrie Durant, ce serait assez pour gagner un championnat. Mais quand tu as un Harden avec un Kyrie, pour moi, je reste positif dans le sens que ces 3 joueurs-là ont déjà joué pour l'équipe nationale américaine. Ils ont déjà gagné des médailles d'or. Ils l'ont déjà fait où ils ont passé le ballon. Ils sont rendus dans un âge, oui, ces 3 joueurs veulent des statistiques. Tous les joueurs veulent des statistiques. Mais Harden, Durant va lui dire, écoute, James, si tu veux être considéré comme un des grands de l'histoire, tu as besoin d'un championnat. Écoute-moi, suis-moi, ça va arriver. Même chose pour Kyrie. Puis je pense que Kyrie, écoute, on est un peu sévère. C'est vrai, on doit le critiquer. Il est un professionnel. Il doit être au travail. Mais dans le même temps, exact. il veut aider sa communauté. Il veut aider sa communauté. Fait que c'est pas comme il est Ouais. allé à Las Vegas pendant 2 mois comme Dennis Rodman. Bref, je pense que Brooklyn, je suis d'accord avec Boudreau. Je sais pas comment je suis d'accord. Allen va faire mal parce que Écoute, Jared Allen, c'était Oui, vraiment le centre de 2021 pour une équipe comme ça. Il ne veut pas marquer des points, c'est juste un gars défensif, les rebonds. Mais DeAndre Jordan, ça va être difficile. Ils vont avoir une équipe plus petite, je pense, avec Jeff Green. en Harris série, est ça va être difficile incroyable. là, pour Jordan. Ouais, puis je exact. pense Comment que c'est vieux, Jordan? Là? j'aime que ça arrive pour les Bucks. C'est moins de pression présentement sur Giannis. Puis les Bucks sont plus les favoris. C'est les Nets, mais un 4-7, Brooklyn doit marquer 130 points par match pour gagner parce que défensivement, ça va faire mal pour les Nets cette saison. On a évidemment moins de profondeur du côté des Nets de Brooklyn. Peter Yiannopoulos, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Et on se retrouve pour notre part là, vendredi. On aura la chance de décrire le match entre les Raptors de Toronto et le Heat de Miami ensemble. Donc, on se revoit dans quelques jours. Oui, papa. Merci tout Salut, le monde. À papa. bientôt. Oui, papa. Merci beaucoup. Salut, Peter. Donc, pour ceux peut-être, là, et on aurait peut-être dû faire ça à la première minute du balado, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, qui ne suivent pas nécessairement les activités de la NBA, voici donc le résultat de cette transaction-là à 4 formations. Donc, les Nets de Brooklyn qui obtiennent James Harden, les Rockets de Houston obtiennent Victor Oladipo, Dante Exum, Dodion Kurucs ne jouait à peu près plus avec les Nets de Brooklyn. 4 choix de première ronde, 3 qui appartiennent à Brooklyn, un qui appartient à Milwaukee. Et on peut faire un échange de choix de première ronde, donc de swaps, 4 fois avec les Nets de Brooklyn. Les Cavaliers mettent la main sur Jarrett Allen et Torrent Prince. Et les Pacers d'Indiana mettent la main sur Caris LeVert et sur un choix de deuxième ronde. Parlant de Caris LeVert, il connaissait vraiment de très bons moments, Max, sur le parquet, en l'absence Oui, justement de Harry, mais également lorsque Kevin Durant a manqué 3 matchs en raison de la COVID. Il a marqué plus de 20 points dans les 4 derniers matchs, si ma mémoire est bonne. Et là, ce qu'on apprend, ce qu'on a appris par la suite, à la suite des examens médicaux, on a découvert une masse sur le rein gauche de Caris LeVert, oui, une masse qu'on n'avait pas vue lors des examens médicaux avant le début de la saison. Donc, essentiellement, peut-être que, sans dire que ça lui a sauvé la vie, parce qu'on ne sait toujours pas si cette masse-là est cancéreuse ou non, mais heureusement, cette transaction-là a eu lieu pour lui, parce que sinon, il n'y aurait eu aucune idée avant le début de la prochaine saison à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette masse sur son rein. Il se retrouve dans une situation moins évidente, d'une part, sur le terrain, avec les Pacers. Une bonne petite équipe, mais tu sais, lorsque tu passes d'une équipe qui a des chances de remporter le championnat de la NBA, tu te retrouves avec les Pacers, tu prends quelques pas de recul, évidemment. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette transaction-là, lorsque tout le monde sera en santé. Et j'abonde dans le même sens que toi aussi un peu. Les Rockets de Houston, là, tu regardes à quoi ils ressemblaient il y a 1 an. Clint Capella était encore là. On avait Harden, on avait Westbrook.
Et là, tu te retrouves avec une équipe là, qui est en lambeaux. Essentiellement, il te reste John Wall, que tu es allé chercher pour Westbrook. Et on est en reconstruction, mais quand même là, très, très profond là, du côté des Rockets de Houston. Oui, écoute, en premier lieu, là, lorsque j'ai vu les premières nouvelles qui disaient que Caris LeVert est blessé suite à un examen médical, je me suis dit la NBA devrait faire quelque chose parce que pour interdire cette transaction-là, si un joueur révèle lors de son examen médical avec sa nouvelle équipe qui est blessé ou quoi que ce soit. Sauf que par la suite, lorsque tu apprends que Caris LeVert a une masse cancéreuse sur un rein et que lui-même dit écoute, On cette pense qu'elle est. transaction-là On a ne sait pas sauvé. si elle l'est vraiment, mais en tout cas. Ben, en tout cas, il dit que cette transaction-là a sauvé ma vie parce que, pense-y, son prochain examen médical, tu sais, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas docteur, mais s'il n'y a aucune douleur, tu ne vas pas aller voir le médecin, tu sais, même si c'est un médecin de l'équipe. Son prochain test physique, c'est seulement le mois d'octobre prochain, qui est au début de chaque saison, à moins que tu te fasses échanger encore. Fait que lui, il se dit, écoute, ça aurait pu grossir, ça serait peut-être aller dans le pire cas possible, se généraliser tout ça. Et il se dit, cette transaction-là a carrément sauvé ma vie. Fait que tu le regardes de deux angles. La première fois que j'ai vu la transaction, puis j'ai vu qu'il n'a pas passé son test médical, je me suis dit, ben, la NBA devrait annuler la transaction, tout le monde revient où il était avant. Puis après ça, tu dis, ouais, attends une minute, là, à cause de cette transaction-là, ils ont été capables de découvrir ça. Maintenant, pour Houston, ben, c'est pour partir à zéro. Écoute, on est avant-dernier dans l'Ouest. Je pense pas que cette année, on va aspirer aux grands honneurs. On a passé tellement proche l'année avec Chris Paul que quand Chris Paul se blesse contre les Warriors. Et tu regardes maintenant 3 ans plus tard, puis on est dans les bas-fonds. On a une équipe vraiment patchée à gauche et à droite avec des joueurs blessés, des joueurs qui ne veulent pas vraiment être là. C'est à reconstruire. Le problème, c'est que là, tu reconstruis avec des choix de repêchage des autres équipes, mais les Nets vont finir mais haut t'as pas dans de la. contrôle. Mais tu n'as pas de contrôle, c'est ça. Mais les Nets vont finir haut, fait que tu vas choisir dans les 25 derniers, entre 25 et 30, Au début, des choix de premier rond. au début, oui, mais tu t'attends peut-être à ce que justement le trio entre Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant finissent par tomber et peut-être un peu comme ceux qui ont les choix de première ronde des Rockets de Houston. Ils sont bien contents de voir que Westbrook n'est plus là, Harden n'est plus là et que les Exact. Rockets ont chuté au classement. Donc, j'imagine que les Rockets espèrent que la même chose se produise du côté des Nets de Brooklyn, par contre. Exact. Parlez-en à OKC en ce moment qui doit se frotter les mains et dire hey, j'ai hâte d'avoir tous mes choix de première ronde, les miens et plus ceux-là de Houston dans l'échange de Westbrook à Houston. Donc, c'est sûr, c'est une game. C'est difficile d'être directeur général dans la NBA parce que, comme on le voit, on ne voit pas dans les autres sports des échanges entre 3-4 équipes. Puis c'est les gros joueurs qui se font échanger la plupart du temps. Mais en même temps, il faut que tu te dises, il faut que tu sois réaliste. Il faut que tu te dises, cette année, on ne va pas compétitionner pour un championnat, peut-être pas l'année prochaine, mais dans l'année 3, 4, 5, on a une chance. On va faire jouer nos jeunes. Ils vont prendre la maturité, ils vont prendre l'expérience. On va avoir des bons choix de repêchage par la suite. C'est vraiment, c'est des hauts et des bas. Et en ce moment, ben, Houston et OKC ben, sont dans les bas-fonds, mais peut-être ça va être ces équipes-là dans 4 ans qui vont cogner pour le championnat. Max, on doit absolument glisser un mot sur le Québécois Luguentz Dor. Encore une fois, qui a connu une très belle semaine, un très beau week-end également. 21 points contre les Bulls de Chicago. Et sur ces 21 points, il y en a inscrit 7 en 25 secondes. Il y en a inscrit 10 en 1 minute. Et je peux vous dire, là, pour ceux qui sont au Québec et qui ne comprennent pas à quel point Luguentz est devenu maintenant une vedette avec les partisans du Thunder. Et je vous dirais même, là, à travers la NBA, Luguentz Dor est en train de faire tourner bien des têtes. Écoute, je pense qu'on est semblable. Lorsqu'on était jeune, on collectionnait les cartes. Évidemment, à mon époque, donc dans les années 80, années 90, ici au Québec, c'était plus les cartes de hockey. Mais le boom présentement qu'il y a avec les cartes de basketball, et dans 2 semaines,
on aura un segment également là, sur les cartes sportives et sur les cartes de joueurs de basket. Allez faire un tour sur eBay et regardez la valeur des cartes recrues de Lugansdor, là, qui valait, valait pas grand-chose, disons, avant la bulle, avant la série contre les Rockets. Là. Ouais. La valeur des cartes recrues de Lugansdor, là, ça a explosé au cours des dernières semaines. Tout le monde est d'avis qu'il va devenir un très bon joueur dans l'NBA. Tout le monde adore le voir jouer défensivement contre les joueurs vedettes, contre les James Harden, contre les Donovan Mitchell. Et croyez-moi, sur les médias sociaux et partout, il est en train de devenir une vedette. Et à l'attaque, on se demandait avant son entrée dans l'NBA à quel point son tir avait besoin de travail. Ben, Lugansdor continue à travailler sur son tir, évidemment, mais 21 points donc vendredi, 20 points dans le match d'hier, je pense 9 dans le seul premier quart. Donc, Lugansdor est en train de devenir une vedette, un joueur capable de défendre, oui, mais capable de marquer également. À 3 points, il tirait à moins de 30 il y a un an. Le tir à près de 44 à près de 48 également du plancher. 13 points par match. On lui donne plus de temps de jeu, un peu, mais il profite vraiment de chacune de ses occasions. Exact. Puis tu le dis, là, c'est un favori, surtout à OKC, mais je pense partout sur la planète basket. Parce que c'est un joueur, tu le vois, là, son intensité là, est au max tout le temps. Puis, il n'a pas la job facile de toujours être contre le meilleur joueur adverse. Habituellement, c'est un joueur en position 2-3. Puis même, je te dirais, Lugans, avec son physique, pourrait jouer contre un 4 plus grand. Mais puis on l'a vu contre Houston. Puis depuis ce temps-là, là, c'est je pense qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui se disent hey, j'aurais dû donner une chance à ce joueur-là, parce qu'on se rappelle, il n'a pas été repêché. Mais comme Peter le mentionnait, le sport, là, c'est des opportunités. T'sais. Puis le dénominateur commun là, de Chris, de Lugans, puis même on peut parler Karim Mané, là, je vais en parler avec plus tard dans la section des héros et zéros. Ils ont besoin d'une opportunité, puis exactement. Puis, il a besoin d'une opportunité. Puis, en ce moment, avec Lugansdor, oui, son équipe ne gagne pas beaucoup de matchs. Oui, ils sont pas, on les voit pas souvent à la télé nationale, mais 21 points lors du dernier match, 20 points 21 points lors de son avant-dernier, 20 dans son dernier. La pente là, est juste en ascendante pour lui. Là, puis ça va être encore une meilleure équipe l'année prochaine et dans 2 ans. Puis Lugans va avoir un rôle clé là, dans cette équipe-là. Pour moi, on a quelques bons morceaux du côté du Thunder. J'ai vraiment hâte de voir justement ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et ce qui est plaisant, et je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais Chris Boucher doit être considéré pour le meilleur 6e homme de la NBA. Il doit être considéré également pour le joueur le plus amélioré de la NBA. Et si ça continue comme ça, s'il est capable de jouer comme il l'a fait lors des derniers matchs, on n'aura pas d'autre choix que de considérer Lugansdor également pour le joueur le plus amélioré. Et j'ai hâte de voir s'il va réussir à se frayer un chemin jusque parmi les équipes défensives de la NBA. Exact. Ça sera à voir au cours des prochains mois. On vous l'avait promis, c'est l'heure de la chronique Les héros et les zéros de Boudreau. Et j'ai l'impression que tu vas nous parler de Karim Mané. Je vais commencer avec mes zéros. Malheureusement, je vais parler de Karim, je vais parler de son équipe. Donc, c'est rien contre Karim, mais on va commencer avec les zéros Boudreau. Malheureusement, on en parlait il y a 2 semaines. On disait quelle surprise de voir le Magic d'Orlando à 6 victoires, 2 défaites, 2e dans l'Est. On les voyait pas là, c'est incroyable. Est-ce qu'ils vont garder la même cadence? Et malheureusement, non. 2 semaines plus tard, on va dire non, papa, parce que c'est mes zéros, Boudreau du podcast. Les pauvres Magic, il n'y a aucune magie à Orlando en ce moment, Alex. 6 défaites consécutives. On est maintenant 6 victoires, 8 défaites. On a passé de la 2e position dans l'Est, on est rendu 9e. Donc, techniquement, on est encore en série. Là. On sait là, que c'est les 10 premières équipes qui peuvent accéder aux séries cette année. Mais la grosse blessure de Markelle Fultz, je ne sais pas si Cœur Sensible voulait aller revoir ça. C'est son ligament croisé antérieur. Écoute, on n'est pas obligé, mais c'est une blessure pour le reste de l'année.
Evan Fournier aussi qui a joué au début de la saison, qui a des problèmes d'espace modo, donc n'est pas revenu. Et là, en ce moment, on manque de profondeur là, carrément à ces deux positions. On joue Cole Anthony, qui est un ancien joueur de l'Université de North Carolina, une recrue, dont son père, on connaît Greg Anthony, de ses belles années à UNLV et ses années là, à la télé américaine, mais on manque de profondeur là, du côté du Magic. Donc, malheureusement, je suis obligé de dire mes 0 Boudreau du podcast. Et peut-être, on va essayer de tourner ça de la bonne façon. Peut-être que ça va donner une opportunité à Karine Mané de jouer quelques minutes. On sait qu'il y a déjà un Montréalais avec le Magic, Cam Birch, qui joue son rôle de réserviste en arrière de Nikola Vucevic. Mais est-ce que Karim Mané va pouvoir peut-être accumuler quelques minutes? Je sais qu'il a réussi quelques points, dont son premier point là, sur un lancer franc il y a 2 semaines. Donc, j'étais extrêmement fier là, d'un autre joueur de Montréal et surtout un joueur qui a passé du cégep à la NBA. C'est incroyable. J'ai joué au cégep, j'aurais jamais pensé une seconde, même que j'avais mes meilleurs coéquipiers avec moi, qu'on avait la chance de sauter directement à la NBA. Donc, ce saut-là, ce fait-là, c'est incroyable. Et peut-être qu'il va utiliser l'opportunité, là, malheureusement. Les malheurs des uns font peut-être le bonheur de certains. Et dans cette situation-là, est-ce que Karim va jouer quelques minutes de plus? Donc, ils ont mes 0 Boudreau du podcast. Et si je retourne vers le héros de la semaine ou le héros des 2 dernières semaines, mais on en a déjà parlé. On ne peut pas passer à côté des performances de Kevin Durant. Les Nets sont 3 victoires d'affilée. Kevin a 34 points par match. Il lance 61%. Donc, il réussit 6 de ses 10 tirs du terrain. Et c'est le meilleur joueur. Donc, les défensives adverses savent. Là, c'est pas OK, on le laisse tout seul dans le coin. On a un schéma défensif pour Kevin Durant. Il est quand même capable de marquer 34 points par match, 60% du terrain, dont 60% également aussi du 3 points et 80, juste pour ajouter 89%, 87, je pense, 0,5% du lancer franc. Donc, Kevin Durant, en ce moment, est en train de démontrer que il est revenu de sa blessure, il est à 100% et c'est extrêmement dangereux parce que je pense que à 1 contre 1, c'est, je te dirais, le meilleur joueur de la Ligue. Je pense à LeBron aussi, mais Kevin Durant a peut-être une meilleure touche en termes de finition du 3 points. Donc, il y a mon vote pour le héros Boudreau du podcast. Et ce qu'il faut dire, Max, c'est que Kevin Durant a marqué 42 points samedi contre T0, contre le Magic, dans une victoire des Nets de Brooklyn. Max, avec un grand plaisir que Peter Yiannopoulos et moi avons eu la chance de nous entretenir avec Emmanuel Bandoumel, un ancien de l'école secondaire Jean de Brébeuf à Québec et du collège Brébeuf de Montréal. Maintenant, porte les couleurs des Mustangs de l'Université Southern Methodist, donc SMU, avec qui il dispute sa 2e saison dans la NCAA. Donc, on a eu la chance de s'entretenir avec lui lors d'une diffusion d'un de nos matchs de la NBA sur les ondes de RDS. On vous invite à regarder ce que ça donne. Et par la suite, ce sera l'heure du mot de la fin. Emmanuel, pour les gens à la maison, bon, tu évolues au poste de garde. Généralement, tu joues en 2. Je sais que tu as amorcé quelques matchs en position 1 la saison dernière. En moyenne, tu tournes à 12 points par match. Tu tires à plus de 40% à 3 points. Mais pour les gens à la maison, peut-être qui ne te connaissent pas, quel genre de joueur de basket es-tu? Je pourrais dire que je suis un joueur complet. Je suis un joueur qui joue autant en défense, qui joue autant à l'offense. Donc, techniquement, je suis un joueur polyvalent qui attaque plus le panier, dans un sens, parce que je suis vraiment athlétique et je suis quand même grand pour ma position. Donc, c'est vraiment ce que je fais, mais en même temps, je suis capable de shooter, puis justement, je suis capable de faire ça pour essayer mieux puisqu'il me demande de le faire. Alors, je peux fit à plusieurs endroits à la fois. Emmanuel, le rêve de tout joueur de basketball dans n'importe quel niveau, c'est de faire un buzzer beater, c'est de gagner un match. Toi, tu l'as fait contre l'Université de Dayton, sur la route. Vous avez gagné un grand match contre une grande équipe. Comment tu t'es pensé avant ce tir et comment tu étais après ce tir quand tu as gagné le match pour SMU? Avant le tir, tout ce que... J'étais juste dans le présent. Je me disais juste, bon... Il reste juste peu de temps. Tout ce que j'ai à penser, c'est être dans le moment présent et puis de faire un play. Soit justement moi-même shooter ou sinon trouver un de mes coéquipiers, tout ça. Puis justement, c'est ça qui est arrivé. Puis
c'est arrivé que j'ai mis la shot pour gagner la game. Puis c'était un moment fou, c'est vraiment... Plusieurs personnes rêvent de le faire, puis on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Ça n'arrive pas souvent que les games soient aussi serrés pour arriver à faire ça, mais c'est arrivé, puis ouais, voilà. Et tu sais quoi, Peter? Tout le monde, tous les partisans de SMU se souviennent également du tir d'Emmanuel pour la victoire contre Houston il y a un an également. Bref, Emmanuel, c'est l'homme des grandes occasions à SMU. Tu as joué donc à Brébeuf. Ensuite, tu es allé jouer dans un junior college à Hill College avant de joindre les rangs de SMU. À quel point la marche pour toi a été haute, donc du niveau du secondaire au cégep et pour aller finalement dans un JUCO et à SMU? Je pense que le moment où j'ai vraiment vu que la marche était haute, c'était vraiment quand je suis arrivé à SMU en première année. Justement, c'était la première fois que je jouais vraiment contre des joueurs, non nécessairement qui sont athlétiques, mais en même temps qui savent jouer au basket. Parce qu'à un certain niveau, tout le monde est athlétique, tout le monde a des skills. Mais là, c'est vraiment les détails. Puis justement, tout le monde veut jouer. La compétition est vraiment à un step plus haut. Donc, je pense que c'est ma première année à SMU. Je devais m'habituer au rythme de la game et tout ça. Et puis, justement, au fait de voir que la marge d'erreur que j'avais auparavant quand je jouais du coup à Québec est vraiment tout petite. Donc, c'est vraiment quand je suis arrivé à SMU que j'ai vu une grosse différence. Ouais. Emmanuel, c'est clair que tu es un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire de Québec. Tu es toujours des slam dunk depuis que tu es jeune que je te vois jouer. Mais parle-nous un petit peu de ta première année, l'année dernière à SMU, puis cette année. Tu es rendu un joueur plus polyvalent, mais plus détaillé dans tes 3 points et aussi dans tes décisions avec le ballon. Parle-nous un peu du développement de ta première à ta deuxième saison avec SMU. Vraiment beaucoup. C'était vraiment faire beaucoup de films, m'habituer à justement... Parce qu'auparavant, je faisais du film, je regardais mes games et tout ça, mais là, c'est vraiment de regarder d'une manière plus profonde, de regarder un peu plus des détails, certaines choses que je peux faire pour justement être mieux pour l'équipe, mais aussi être mieux pour moi-même en tant que joueur. Parce que aussi, je vais aller au prochain niveau qui est dans la NBA, justement, c'est ce qu'il faut, justement, avoir le moins d'erreurs possible et d'être le plus efficace. Donc, justement, c'est vraiment sur ça que j'ai travaillé toute l'année passée et justement cet été aussi, justement de, polish mon game pour faire en sorte que je sois le plus efficace possible pour mon équipe. Manuel, la COVID a affecté évidemment la dernière saison dans la NCAA et ça se poursuit encore. Notamment, je sais que le programme féminin de basketball à ton université a décidé de ne plus jouer. Ça ressemble à quoi jouer au basketball et aller à l'école dans ces temps de pandémie? C'est assez fou, je vous dirais, c'est assez fou. Mais en même temps, dans un sens, on est chanceux parce que justement au Québec, la situation est que il y a personne en fait qui peut jouer au basket ou qui peut faire justement le sport qu'ils aiment. Donc dans un sens, c'est assez spécial d'être dans une situation où on va à l'école, on peut pas voir de gens autour des gens de basket, on peut pas vraiment être entre nous. Justement, je suis avec mon coloc et puis je peux pas vraiment le voir. On est vraiment en train de faire une distanciation sociale. Mais je pense qu'en même temps, on prend ça comme une bénédiction de pouvoir justement faire le sport qu'on aime puis de pouvoir justement le faire tous les jours parce qu'il y en a qui n'ont pas l'opportunité de le faire justement. Alors, c'est plus un positif pour nous, dans un sens, ouais. Emmanuel, tu as joué pour Brookwood, pour Joey McKitterick, Nelson Ossé, tu as joué à Brébeuf pour Mike Chimouski, des grands entraîneurs. Tu fais partie de la génération maintenant qui domine le basketball québécois dans la NCAA, dans la NBA. Ma question à toi, il y a toujours cette rivalité contre Ontario, Québec-Ontario. Est-ce qu'on est meilleur que Ontario présentement? Dis-moi la réponse que je veux et le Québec veut savoir, Emmanuel. Dans mon cœur, c'est le Québec. Dans mon cœur, moi, oui, papa. Non, c'est le Québec pour moi. Ils ont du talent, oui, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs québécois qui sont comme under the radar, comme on peut dire. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont très polyvalents, qui sont très talentueux, mais que justement au Québec, il n'y a pas le même exposure, la même exposition que les joueurs d'Ontario ont reçu. Donc, je pense que ce petit écart qu'il y avait pendant quelques années entre Ontario et Québec était vraiment en train de... Ouais, il est plus l'ensemble. Je pense que, nous aussi, on crée des très bons joueurs de basket. Tout à fait, Emmanuel. Et lorsqu'on parle de joueurs comme Lugansdor et Kem Birch qui ont joué à Brookwood aussi, à quel point pour toi ce sont des modèles? Ils ont prouvé que c'était possible de passer par ces programmes-là pour éventuellement jouer dans la NBA. Non, c'est des très bons modèles. Justement, j'ai eu la chance de jouer avec Lugans. Donc, lui, c'est vraiment justement un modèle que j'avais devant moi et puis qu'on a joué pendant 2 ans à Brookwood Elite. Donc, dans un sens, comme j'ai joué avec lui, je me suis dit, bon, ben,
regarde, il l'a fait, pourquoi pas moi? Donc, c'est dans un sens, c'est vraiment voir que c'est accessible. Et justement, les Gaines fait une très bonne job ensemble avec les Thunders. Donc, ça me fait juste me donner plus de motivation et puis me faire voir que c'est visible puis c'est entre mes mains. Je peux le toucher dans un sens. Donc, puis Kimber, j'ai pas vraiment eu la chance de communiquer avec lui ou de le voir, mais juste de savoir qu'il est de Montréal puis qu'il s'est rendu à ce niveau, c'est très impressionnant. Et puis, justement, ça donne le rêve à plusieurs jeunes de pouvoir se dire, regarde, il était à Montréal, il vient du même endroit que moi, du même environnement que moi, et puis je peux m'y rendre moi aussi. Emmanuel, présentement, vous avez tellement une bonne saison. C'est quoi les prochaines étapes pour terminer cette saison pour SMU? Et pour toi, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi ton rêve? Est-ce que c'est de jouer dans la NBA potentiellement? Ouais, mon rêve, ça a toujours été de jouer dans la NBA. J'ai toujours été étape par étape, par commencer par la NCAA, puis ensuite me dire, bon, je vais aller à NBA parce que justement, on a tous ces petites étapes-là à franchir. Mais pour moi, c'est vraiment, je vise la NBA, je vise le plus haut possible. Justement, si j'ai le talent pourquoi pas m'y rendre. Et puis, en tant qu'équipe, je pense que ça fait longtemps que SMU ne s'est pas rendu au March Madness, je pense, depuis 2017. Donc, on a une équipe pour le faire. On a la discipline pour le faire. Donc, je pense que cette année, on va danser au mois de mars, nous aussi. On te souhaite vraiment de te rendre jusqu'au March Madness. Emmanuel, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. À commencer jeudi contre Memphis. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Allô tout le monde à la maison, allez Québec. Je vous demande beaucoup. On s'espère je vous revoir bientôt. Merci. Donc, match contre Memphis, ultimement, qui a été reporté en raison de la COVID. Et Max, on le voit, de plus en plus de joueurs du Québec vont jouer dans la NCAA. Ce qu'on retrouvait quand même là, 5, 6, 7 ans, mais ce qu'on ne retrouvait pas nécessairement là, 15, 20 ans non plus. Non, c'est sûr qu'il y en avait moins, mais moi, ça fait 10 ans que j'ai joué. J'ai joué dans les 14 à 10 dernières années. Donc, déjà, oui. C'est drôle parce que j'ai joué contre le frère d'Emmanuel, Jim, que je salue, qui est un ancien aussi qui a joué là, à l'Université d'Idaho. Je pense que c'est un des joueurs les plus athlétiques que j'ai vu, là, je me souviens. Mais pour répondre à ta question, oui, il y en a de plus en plus. Puis dans la première vague que j'étais, il y en avait quelques-uns, mais là, on en a vu plus. Puis c'est comme si à chaque fois, la barre continue d'augmenter. Donc, comme Emmanuel le disait, là, ça te permet de rêver, de voir que quelqu'un à côté de toi que tu as joué pendant 2 ans s'est rendu à la NBA. C'est juste, ça te donne plus de feu et de volonté à vouloir se rendre là. Donc, chapeau. Puis, je suis content de peut-être faire partie des, je ne veux pas dire pionniers, mais de cette vague-là de joueurs québécois qui sont allés dans la NCAA, qui ont eu quelques succès. J'ai pas eu de buzzer beater comme Emmanuel, lui, il en a eu 2, mais j'ai eu des bonnes minutes, puis il y a des joueurs qui m'ont regardé, puis ont dit hey, je suis capable de le faire, puis là, ça continue, puis on est rendu jusqu'à la NBA, donc sky's the limit, si je pourrais utiliser les paroles d'un de mes rappeurs préférés. Quelle belle façon de mettre fin à ce balado du Centre-Ville d'édition du 20 janvier. Le temps de vous dire, si vous écoutez ce balado mercredi le 20 janvier, il y a un match ce soir sur les ondes de RDS entre les Celtics et les 76ers. Il y a beaucoup de basket, on sait, semaine après semaine sur les ondes de RDS et RDS2. Demain, on vous diffuse le match entre demain comme dans jeudi le 21. On va diffuser le match entre les Lakers et les Bucks. Et vendredi, on complète cette belle semaine avec un affrontement qui m'a trop prise, le Heat de Miami aux Raptors de Toronto. Les Raptors et le Heat qui s'affrontent en ce mercredi 20 janvier. Donc, est-ce que les Raptors iront pour une 5e victoire de suite? C'est la grande question. Donc, on vous invite à nous suivre sur le rds.ca, RDS et RDS2. Pour notre part, notre prochain rendez-vous, ce sera dans 2 semaines, donc mercredi le 3 février. Et comme on l'a dit, on va probablement, Max, faire un petit segment là, sur les cartes de basketball, un marché qui explose. On reviendra sur les Raptors de Toronto. Et on reviendra également sur tous les sujets chauds de l'actualité dans la NBA. Et Dieu sait qu'il y en a semaine après semaine. Encore une fois, Max, merci beaucoup pour ton temps. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Salut Alex, salut tout le monde.